Est-ce que tout le monde m'entend? Ben, j'imagine que oui. Donc, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Donc, je m'appelle Akram Khalaïev. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier épisode du webinaire L'autre rive. C'est un webinaire, une série de webinaires qu'on lance avec la Fondation Rosa Luxembourg, Bureau Afrique du Nord. Donc l'idée, c'est que on voulait proposer une lecture des grands bouleversements géopolitiques actuels, mais du côté du Sud, donc du côté de l'Afrique du Nord, et être loin des grilles de lecture qu'on nous impose habituellement à Washington, à Paris, à Londres ou à Bruxelles. Donc, pour ce premier épisode, on a choisi un sujet qui touche directement notre région et qui est d'actualité. Les conséquences de la guerre en Iran sur l'Afrique du Nord, entre choc énergétique, recomposition des alliances régionales et effets sur nos économies déjà assez fragiles quand même, il faut le dire. Les répercussions sont malheureusement réelles. Ça dépend des pays, mais c'est réel. Et nous voulons ouvrir le débat sur ça. Donc, pour en discuter, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Idriss Haj Nasser, Bonjour à expert en tous. économie politique, économiste lui-même, euh, qui a un regard très intéressant sur les dynamiques économiques régionales et internationales et qui aussi a un regard assez original sur les conséquences de ce conflit où il pourrait voir une sorte d'opportunité pour les différents pays d'Afrique du Nord. Donc, pour les personnes qui veulent revoir ultérieurement ce webinaire, donc il sera diffusé sur YouTube dans 1 ou 2 jours. Et donc, je vous remercie et sans attendre, je passe la parole à Monsieur Driss Haj Nasser, mais après, donc qui donnera sa petite conférence et juste après, vous pourrez poser vos questions si vous voulez. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ça marche. Bon, bah, je prends la main à partir de là. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. C'est très gentil de dédier du temps à ce sujet sur lequel j'ai beaucoup blanché personnellement. Parce que quand j'ai d'abord été contacté par Akram pour faire cette analyse, à la base, j'aurais pu me contenter de faire une analyse d'économie politique assez standard, de dire, bon, le prix du pétrole va exploser, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, hein, mais ça, c'est une autre question. Mais il y aura tel et tels effets, et puis en fonction des pays, ça a tel ou tel impact. Je pense que c'est vraiment les articles comparatifs, d'économie comparative, assez standards auxquels on est habitué dans la région, souvent qui finissent par tomber dans des clichés. Donc il y a les gentils pays, on va dire. Donc c'est souvent en fonction des périodes politiques, c'est même pas qu'ils sont gentils dans l'absolu. À une période donnée, c'était la Tunisie. Plus récemment, c'était le Maroc. Maintenant, c'est un peu plus compliqué quand même. Il y a eu une période où c'était l'Égypte. À sa date, c'était un pays assez choyé. Bref, à chaque fois, on retombe un petit peu sur ces béquilles intellectuelles parce que c'est celles qu'on voit depuis des dizaines d'années dans la région. Mais ça nous empêche de penser la région de façon indigène, de s'approprier les thématiques, et puis aussi, ça empêche de réfléchir d'une façon nouvelle. Et très vite, en fait, la question, c'était la question de la transmission, c'est-à-dire pour travailler sur Hormuz, qui se trouve quand même en Asie occidentale, et puis se retrouver au Maghreb. Bon, alors à part de dire on est tous arabo-musulmans, machin bidule, et on se ressemble, ce qui est quand même une transmission très fragile, racialiste, hein, mais euh, c'est assez compliqué de voir en fait évidemment pourquoi il y aurait un lien, par quels sont les canaux de transmission. Et en travaillant sur la question, il y a tout d'un coup un sujet où ça s'est débloqué.
Et c'était de voir qu'en fait, un détroit dans ce conflit-là, dans la crise d'Ormuz, ben, en fait, c'est comme une porte, c'est comme une vanne d'eau, on peut l'ouvrir ou on peut la fermer. Et là, ça devient intéressant parce qu'on commence à voir des schémas de pensée qui est un schéma très binaire. Donc, c'est ouvert ou c'est fermé. Donc, ça, c'était la première réflexion. Et puis après, il y a un deuxième canal de transmission. Alors, en tant qu'économiste, forcément, dès que j'ai pensé au premier, le deuxième est arrivé directement dedans. C'était les prix. Et là, évidemment, on voit que les prix, c'est un peu plus proportionnel. C'est un peu moins j'ouvre et je ferme. C'est un peu plus quelque chose qui crée de la difficulté pour accéder à une ressource. Et puis j'ai eu tort, parce que c'est très important quand on fait du travail de recherche avec humilité et l'exigence que ça a, c'est de se dire, ben voilà, il suffit de regarder les prix, et puis il suffit de regarder quand le détroit est ouvert ou fermé, et on peut essayer de voir comment ces deux aspects-là ont des impacts sur les économies d'Afrique du Nord. Mais en fait, il n'y a pas eu un impact immédiat. J'en reviens à la question du prix du pétrole. Comment se fait-il que le prix du pétrole, parce que soyons francs, hein, il ne devrait pas être à 80 dollars le baril. En tout cas, en 2008, il n'aurait pas fait 80 dollars le baril. Dans beaucoup de périodes de l'histoire contemporaine, il n'aurait pas fait 80 dollars le baril. Et là, on se retrouve tout d'un coup, il est retombé quasiment en dessous de 60. Et puis là, poussivement, de temps en temps, il pousse vers les 100 dollars, alors qu'on est en train de perdre 20%, de 10 à 20% de la production mondiale. Et donc là, il y a un concept qui a commencé à émerger, qui est de voir un petit peu que c'est les réserves stratégiques euh, qu'on avait sous-estimées, mais pas seulement, qu'il y avait du pétrole qui flottait un petit peu dans des barges, dans des navires dans le Golfe, mais aussi dans différents bouts du monde. Qu'il y avait certaines alternatives, par exemple le pipeline de Yanbu en Arabie Saoudite. Il a été bombardé tôt, mais pas suffisamment. Donc finalement, il y a un peu de pétrole qui arrivait à circuler à travers ces pipelines. Et ça, finalement, c'est un mot d'économie assez standard, c'est l'élasticité. Donc c'est comme ça que ma réflexion à moi s'est mise en place sur ce qui était vraiment en jeu en fait au niveau du détroit. Et là, c'est là qu'est venu en fait, parce que tout ça, ça a l'air très abstrait, très vague. Mais là, on va arriver à des choses très concrètes. Pourquoi je dis c'est ce qui est en jeu au niveau du détroit? Eh bien parce qu'en fait, quand on regarde ces trois aspects-là, il y a trois questions qui se posent. Ces questions-là qui se posent et qui sont assez évidentes, c'est il y a une crise sur un certain nombre de ressources. On va revenir aux quelles ressources spécifiquement, mais il y a une crise sur un certain nombre de ressources. Et donc, les questions qui se posent immédiatement, c'est bah, qui peut accéder à ces ressources? Donc, on revient un petit peu à le détroit est ouvert ou fermé. Qui peut se payer les ressources? Parce que ce n'est pas une question d'accès. On peut tous entrer dans un supermarché, mais encore faut-il avoir le budget. Donc ça, c'est qui peut se le payer. Et puis la troisième, c'est même si on peut se le payer et qu'on y a accès, ben, des fois, on peut s'en passer. Par exemple, la Chine avait largement le budget, mais pour des choix stratégiques qui sont les siens et qui ne font pas l'objet de ce dont on va discuter aujourd'hui, ben, elle a préféré s'en passer parce qu'elle avait fait des réserves stratégiques historiques très larges en préparation d'un moment comme celui-ci. Et donc, ceux qui sont affectés finalement, c'est qui? Ben, c'est ceux qui en dépendent, ceux qui vont avoir un impact budgétaire et puis ceux qui n'ont pas les moyens de s'en passer. Donc c'est là qu'on peut mesurer en fait une transmission assez concrète. Et en économie, généralement, on parle de canaux de transmission. J'aime pas tellement ça parce qu'un canal, c'est très passif. Et puis, ça montre pas des dynamiques plus complexes. Là, ici, on a un mélange d'institutions, de conflits militaires, de mécanismes de prix, de marché. Et donc, tout ça, c'est plutôt des opérations qui ont lieu. D'où le pourquoi j'ai préféré parler d'opérateurs. Et pour arriver juste à la fin de cette idée-là, qui était le démarrage un petit peu de l'article,
Ces opérateurs-là, en fait, c'est eux le véritable enjeu de la crise. Tout le monde s'en fiche que le baril de pétrole ponctuellement puisse arriver à 220 parce que ça va être ponctuel et puis les impacts sont complexes, ça détruit de la demande, l'économie mondiale serait très fortement impactée, ça peut très rapidement devenir une catastrophe, y compris pour les pays producteurs de pétrole. Donc, ces enjeux-là, ils sont moins urgents parce que c'est des enjeux de volatilité plus qu'autre chose. Par contre, ce qui est assez rapidement évident, c'est que contrôler qui a accès au pétrole, qui gère la ressource pétrolière du Moyen-Orient, là, ça devient un avantage économique, politique et géostratégique. Et donc, ma conviction et ma thèse qui a émergé en fait en regardant un petit peu ces opérateurs-là, bah, c'est que la guerre, elle n'a pas du tout lieu, elle n'a rien à voir avec le pétrole. Je ne sais pas si tout le Et monde entend. Il y a eu une petite coupure. Si tu d'accord, en pouvais quel moment? refaire le pétrole. Le dernier mot, c'était le pétrole. D'accord. Que je pense que c'était le moment où je disais que les enjeux, c'était pas les enjeux Oui, pétroliers ou le prix du pétrole. OK. Donc ce que je disais, c'est que le prix du pétrole, il peut être très volatile en fonction des marchés et que même s'il arrive à des niveaux très élevés, comme 220 $, 300 $, à un moment, certains analystes avaient parlé de ça, les effets sont plus complexes parce que en réalité, ça peut détruire de la demande et ça peut être contre-productif, y compris pour les pays exportateurs. Et donc, en réalité, ce qui est bien plus intéressant, c'est de pouvoir contrôler ces opérateurs-là. C'est de pouvoir contrôler qui a accès à la ressource. Pour bien l'entendre, c'est pas une question de prix de pétrole, c'est pas une question de bombe nucléaire. Certainement, il y a un peu un enjeu là-dessus, mais il est minimal. Enfin, je veux dire, c'est un autre sujet qu'Akram maîtrise beaucoup mieux, mais les Iraniens se sont engagés plusieurs fois, il y a eu plein d'accords. L'enjeu nucléaire est en réalité, je pense, un voile qui masque les vrais enjeux. Et il y a un enjeu géostratégique d'hégémonie régionale, mais d'hégémonie régionale, pourquoi? C'est le pétrole, hein. Il n'y a aucun doute que dans cette région-là du monde, le pétrole et le contrôle des routes stratégiques quand même. Il ne faut pas non plus tout réduire à l'aspect pétrolier. C'est aussi le point de contact entre trois continents. Et il est sûr que le quatrième continent qui n'est pas impliqué, au quatrième et cinquième, dépendant comment on compte, en tout cas l'Amérique du Nord, préférerait qu'il n'y ait pas de cohérence et de cohésion entre ces trois continents-là. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à la conclusion que c'était une guerre pour ces opérateurs-là, de pouvoir contrôler une bonne proportion de l'économie mondiale, mais aussi des enjeux géopolitiques et géostratégiques à travers ces trois opérateurs. Et je pense que ce qui est leur force, c'est justement qu'ils permettent d'allier des disciplines qui jusque-là avaient des langages très détaillés, très poussés sur ces aspects-là. L'économie a un langage très poussé sur la question des prix, évidemment. La théorie des institutions, que ce soit en économie ou en droit public ou autre, a une théorie très poussée sur les questions d'accès. Les gens qui travaillent dans le sécuritaire ont évidemment beaucoup d'outils d'analyse pour tout ce qui concerne le conflit militaire et donc l'accès aussi. Après, tout ce qui est élasticité, en général, ça tombe un peu plus dans le domaine de l'économie pour ce sujet-là. Mais au final, c'est des disciplines qui se parlent peu en réalité. La géostratégie, la géopolitique, l'économie politique, les politiques publiques, le droit public. Et ces opérateurs-là permettent de leur donner un langage commun euh, et d'expliquer comment cette crise a lieu. Donc voilà un petit peu la réflexion initiale qui a permis de faire émerger ça. Donc j'étais très heureux d'avoir l'opportunité de travailler sur ce sujet-là et de pouvoir développer ce modèle. Pourquoi j'en parle en tant que modèle? Alors, on va commencer par peut-être prendre juste un pas en arrière. Euh, Quels sont
les conséquences potentielles au niveau mondial de cette crise. On va se concentrer quand même sur notre région d'aujourd'hui. Mais au niveau international, ce qui compte, c'est les conséquences plurisectorielles que peut avoir la crise. Donc, ça démarre par le pétrole, mais il faut comprendre que le pétrole, c'est lié à la pétrochimie. Donc, le paracétamol, c'est principalement, par exemple, un produit de la pétrochimie. On peut penser au plastique, donc les voitures. Donc, il y a énormément d'industries qui seraient impactées par ça. C'est aussi un impact sur la logistique mondiale. Les bateaux, par exemple, ou bien le diesel à l'heure actuelle, il y a un spread de diesel qui est très très élevé. Le diesel coûte assez cher dans certains marchés. Les bateaux ont du mal à trouver du fuel. Bon, ça impacte la logistique. Euh, Ça impacte aussi tout ce qui est métaux. Parce que pour sortir les métaux, en fait, ce qui s'était passé à métallurgie avait été délocalisé ou placé au Moyen-Orient pour avoir un couloir à faible latence. Bref, il y a du pétrole, on fait sortir le métal de sa gangue, on le nettoie, et puis après, on le met dans le même bateau ou pas, et puis ça arrive là où ça doit arriver. Quoi. Donc là, ça fait déjà 4 impacts assez sérieux, mais il y en a un qui est beaucoup plus gros et qui inquiète jusqu'à aujourd'hui la FAO et l'ONU sur le risque de famine qui peut être sérieux, puisque une bonne partie des fertilisants, bah, c'est quoi? Il faut du sulfure. Le sulfure aussi, ça vient principalement de la production pétrolière. Donc là, on en est à 5 conséquences. Après, on pourrait continuer, mais je pense que déjà là, on peut voir pourquoi ben, il y a la guerre le week-end, mais pas trop pendant la semaine, parce que ça peut vite déraper quand même si les marchés prennent conscience entièrement de ce risque-là. Ceci dit, ça peut toujours déraper à cause du problème des réserves. Pour l'instant, on a fait tenir grâce aux réserves, mais il reste plus tellement de réserves. Bon, donc ça, c'est les conséquences et pourquoi les enjeux sont tellement grands. C'est pas juste le Maghreb qui sera impacté, il y a des pays comme le Sri Lanka qui souffriraient très fortement. On a un certain nombre de pays, mais y compris dans les marchés les plus développés, ben c'est pas sûr qu'il y ait autant que les étals soient aussi remplis. Les bananes viennent du Panama, c'est quand même compliqué à transporter quand il n'y a pas de pétrole pour. Bon. Donc, le contexte est quand même assez fragile et complexe. Ma position à moi, c'est une conviction personnelle ici, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. J'aime pas trop faire des prophéties, même si on en demande beaucoup trop aux économistes, dont le métier devrait rester d'être descriptif. Mais ceci dit, potentiellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un ressort comprimé, qui est l'économie mondiale, et qu'il suffit que ça se fragilise pour qu'il éclate d'un coup. Et là, on risquerait une très grosse guerre, une très grosse crise économique. À partir de là, ce qui permet de juger un petit peu de cette crise, c'est de bien comprendre la structure du détroit. Et pour comprendre ces opérateurs, eh ben, il faut les faire émerger de la façon dont le détroit existe en lui-même. Le détroit, c'est quoi? C'est 2 points. Et on a un baril de pétrole qui va arriver du point A au point B. Donc, d'un état existant à un état désiré. Et là, pour y arriver, eh ben, il n'y a que 2 ou 3 aspects qui rentrent en jeu. Est-ce que ces aspects sont exhaustifs? Oui, par la construction du détroit. Est-ce que ça se démonte? C'est bien plus complexe. Là, il faudrait travailler un peu plus sur le côté mathématique du modèle. Mais, je veux dire, intellectuellement, ça se comprend très bien comme cadre d'analyse qu'il y a un détroit. Il faut qu'il y ait de l'eau qui coule entre le puits de pétrole et le marché où on veut arriver. Bon, ça, c'est l'opérateur d'accès. Ce chemin, soit il est ouvert, soit il est fermé. En phase aiguë de la crise, euh, évidemment, c'est fermé parce qu'il y a un conflit militaire, personne n'ose passer. Mais attention, même en phase stabilisée, on va dire intégrée, bah, c'est plus complexe que ça, parce que ce qui peut se passer, c'est que c'est en fonction des institutions qui contrôlent ça. Donc là, on est en plein conflit là-dessus. Les Américains, d'un côté, ont mis des sanctions de tous les côtés pour les opérateurs iraniens. Trois. Et donc, ce qu'ils veulent contrôler l'un et l'autre, et là où ils se font la guerre en réalité dans les coulisses, c'est quelle institution va dominer sur le contrôle? Quel principe? Est-ce que ça va être la liberté de navigation telle que les Américains le présentent, sauf
que les Iraniens n'ont même pas le droit de Donc, il y a quelques naviguer dans soucis ce détroit de aussi. connexion. Idriss, si tu pouvais peut-être Donc, changer la configuration on pour souhaite. qu'on puisse Donc, t'entendre. défend hein, à l'ONU. Voilà. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Il y a un petit problème Oui, d'Internet, on je vous pense. entend, mais on vous voit pas. Si vous pouvez changer Alors, juste un instant. peut-être la résolution, qu'il y ait une meilleure connexion. Je vais régler ça. Oui, oui, oui. Je vais essayer de baisser la résolution. Ça va aider. Là, je pense que ça devrait fonctionner un peu mieux, non? Oui, oui, ça va. Allez-y. OK. Donc, le Détroit. Donc, on disait il y avait un conflit sur l'opérateur d'accès qui est, en fonction, dans les périodes de cessez-le-feu, c'est un conflit administratif et bureaucratique. Et puis, en période de guerre, bah, c'est très simple. Il y a des bateaux qui bloquent le chemin et on a des embargos des deux côtés. Les deux ont essayé de fermer le Détroit. euh, et puis, ils s'entendent à peu près pour le rouvrir plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est le deuxième aspect, le premier aspect. Le deuxième, il y a aussi un conflit sur les prix. Alors là, c'est un conflit qui existe de façon pratique, qui contrôle les marchés. Euh, et en l'occurrence, là, on le voit le mieux, c'est sur les primes d'assurance. Parce que les primes d'assurance, elles ont augmenté très fortement. Elles sont passées de 0,25%, je crois, de la cargaison totale à maintenant 3%, s'ils acceptent d'assurer votre navire, ce qui est déjà en soi une condition un peu complexe. Et donc, là-dessus, il y a aussi un conflit. En phase aiguë, ben, les primes explosent. En phase intégrée, eh ben, ça va soit être la Lloyd's ou bien les marchés américains qui vont avoir le marché de l'assurance, soit les Iraniens ont proposé de mettre en place leur propre mécanisme assurantiel et ils y travaillent clairement. Et donc là aussi, il y a un conflit clair sur qui va contrôler l'opérateur de ce que j'appelle ici de friction, parce qu'en réalité, quand vous passez le bateau, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, ça lui coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus difficile d'arriver à destination en fonction des primes de risque qu'il doit ajouter comme surcoût à sa cargaison. Donc ça, c'est le deuxième opérateur. Puis le troisième opérateur, bah, c'est celui de l'élasticité. Là, je pense que je suis rentré un peu plus dans le détail en expliquant comment j'y étais parvenu par rapport aux réserves. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là aussi, il y a un conflit direct. Donc d'un côté, on retrouve le bloc américain, mais aussi les Émirats arabes unis qui sont sortis de l'OPEP, qui disent qu'ils vont construire des millions de pipelines, ce qui est une excellente idée. Sauf que les pipelines, c'est encore plus facile à bombarder qu'un bateau parce que ça ne bouge pas. Donc, c'est quand même une idée compliquée à mettre en place. Même si territorialement, ce serait une déclaration de guerre. Donc, l'idée mérite d'être poursuivie. Mais bon, jusqu'à présent, on a plutôt vu l'Iran bombarder les Émirats arabes unis sans trop de difficultés. Euh, et de l'autre, bon, ben, des réserves qui quand même s'appauvrissent. Donc, mondiales qui s'appauvrissent. Et donc, l'Iran qui joue la montre un petit peu. Donc il y a clairement ce conflit autour de ces trois opérateurs qui correspondent à l'architecture même du détroit en lui-même. Ce qui nous permet maintenant d'arriver, bon, ben, ces opérateurs, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Afrique du Nord? On arrive enfin à la partie intéressante. C'est qu'il faut tout ça pour comprendre comment la transmission se fait dans notre région. Encore une fois, ce qui est clé, et le premier aspect par lequel il faut démarrer, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer de prédire le futur. On est en train de prédire les conditions, les opportunités, les contraintes qui s'offrent à chaque pays ou qui s'imposent à chaque pays, étant donné ces opérateurs-là. Donc le baril doit passer du point A au point B. La question qu'on se pose, c'est, bah, avant la crise, quelle était la marge de manœuvre qu'avaient les différents pays d'Afrique du Nord? Et après la crise, quelle est la marge de manœuvre qui leur reste? Et là, on se rend compte que oui, l'impact est sérieux. Et on le voit particulièrement à travers l'exemple tunisien, qui est le plus direct, parce que la transmission dans l'impact tunisien est assez claire. Le budget tunisien a été fixé à 60 $ le baril de pétrole. On n'y est pas à 60 $. On n'y a pas été du tout. On pourrait considérer que si on regardait simplement
l'opérateur d'accès, il n'y a pas vraiment de problème pour la Tunisie, parce qu'en fait, la Tunisie importe principalement son gaz et son pétrole d'Algérie ou d'autres opérateurs locaux, mais principalement algériens. Puis elle a sa production, elle aussi, dans le golfe de Sfax, si je ne me trompe pas. Et donc, en théorie, il y a pas de problème d'accès. Donc, la Tunisie ne va jamais avoir un problème volumétrique. Elle va avoir un problème budgétaire. Pourquoi? Le baril de pétrole, il est mondial. Donc, si on regarde l'opérateur de friction, bah, si le Brent il est à 120, il y a un moment ou un autre où les prix de l'énergie finissent par suivre. Et donc, on est au-dessus des 60 dollars fixés dans le budget. Et puis, si on regarde l'élasticité, ben, là, il faudrait que la Tunisie trouve des chemins alternatifs pour faire jouer la compétition et permettre à ce que le prix du baril de pétrole reste limité. Mais en réalité, l'avantage comparatif des pays frontaliers que sont l'Algérie et la Libye est tellement fort que toute autre alternative coûte à des coûts exorbitants. Entre-temps, les réserves mondiales sont en train de s'amenuiser, donc c'est de plus en plus difficile de compter sur l'élasticité du système international. Même les alliés du Golfe, les alliés arabes qui auraient pu aider, ben, ils sont dans le pétrin, c'est là d'où vient le problème. Donc finalement, la Tunisie n'a plus que deux choix devant elle. Elle peut régler son problème budgétaire en prenant plus de dettes, et ça devient une dépendance financière à des systèmes économiques dont la Tunisie pardon, a déjà fait l'expérience. Le dépendre du FMI, c'est jamais une belle affaire. Hein. On perd une partie de sa souveraineté financière. Et de l'autre côté, dépendre d'un voisin régional, parce qu'en réalité, la Libye n'a pas l'infrastructure qui lui permettrait, puis elle est trop en conflit et trop divisée pour pouvoir exporter beaucoup plus à la Tunisie. Donc, il faut choisir entre une dépendance soit à l'Occident, mais à ce moment-là, ça va être difficile de maintenir les positions sur la Palestine et autres, certains équilibres internes, il y aura plus d'inégalités et autres, soit à un voisin, mais d'un voisin qui est plus large, qui pèse plus sur la région, et donc dont on peut comprendre qu'il puisse y avoir aussi des appréhensions sur cette question. Et donc, toute cette question d'accès au pétrole, de friction économique ou d'élasticité, ben on voit qu'elle réduit le champ des possibilités pour la Tunisie. La Tunisie est de plus en plus dans une position difficile où elle aura de moins en moins le choix sur son destin. Donc ça, c'était pour le premier pays de la région où on voyait vraiment c'est un patient zéro budgétaire. Maintenant, on peut prendre deux pays en même temps et voir un peu plus les contrastes. Donc si on prenait le Maroc et l'Égypte, on pourrait se dire que c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de dettes, les coefficients de dette sont forts. Économiquement, ils importent beaucoup, d'un point de vue énergétique, ils importent beaucoup de leurs énergies. Bref, le schéma est le même. Sans opérateur, on arriverait à la même chose, hein, risque de crise budgétaire, etc., etc. Maintenant, si on regarde ça différemment, on se rend compte qu'il y a quand même d'autres façons de fonctionner en fonction des pays. Donc, et que c'est bien plus complexe que ça. Si on prend l'exemple marocain, en fait, non seulement le Maroc dépend au niveau de ses coûts des importations énergétiques venues principalement des pays du Golfe, hein, mais d'un autre côté, je vois que la caméra part encore, je m'excuse vraiment pour... donc, ce que je disais, oui, c'est que les coûts explosent, les coûts de l'énergie explosent. Le Maroc aussi avait très peu de jours de réserve, donc l'élasticité, elle est très faible. 52 jours de réserve, je crois, 51 jours. Ça, c'était au début de la crise, en avril. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée, parce qu'évidemment, peu de pays communiquent sur leurs réserves de façon transparente sur les détails. Hein. Le Maroc n'a pas communiqué là-dessus que je sache depuis, donc on ne sait pas Il y a quelques soucis de connexion du côté exactement de combien de Monsieur réserves il Haj reste. Les Nassar. Algériens qui passaient géopolitique. Donc, mais les revenus posent problème aussi. Aucun ne repose sur quelques rentes,
Attends, je vais essayer de faire Donc, quelque chose. il Parce y a que le eu une problème. coupure. Il y a eu une D'accord? coupure. Donc, s'il y a moyen de reprendre sur le Maroc, À quel l'économie moment? marocaine, merci. Depuis Le le mieux, début du c'est Maroc, c'est de... ça? Oui, oui, idéalement. Oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je peux reprendre. Donc, en ce qui concerne l'économie marocaine, ce que je disais, c'est que l'économie marocaine euh, dépend énormément des importations d'énergie. Et elle a beaucoup perdu ses propres crises en carburant. Maintenant, on ne sait pas, parce que peu de pays communiquent sur leurs réserves. Le Maroc n'a pas communiqué là-dessus. Et de l'autre, ces importations de gaz par pipeline à partir d'Algérie, qui ne sont plus disponibles. Donc, euh, pour des raisons de conflit géopolitique, je pense, énormément de ses alliés au Moyen-Orient. Sauf que là, ils viennent de les perdre. Donc les coûts explosent avec des alternatives complexes. De l'autre, ben, les revenus aussi sont faits son économie. Si on aime se concentrer sur quelques-unes, en réalité, toutes ne dépendent. Le niveau de diversification est très faible, malgré les effets d'annonce euh, mis en avant par certains pays, ça reste faible. Donc, l'une des principales économies, les principales rentes économiques marocaines, de très très loin, ça a toujours été l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui a besoin de sulfure. Sauf que le sulfure venait principalement, encore une fois, du Moyen-Orient. Donc ça pose un autre souci, c'est que les revenus sont impactés. Et on voit qu'il y a un point de défaillance unique pour le Maroc qui se retrouve au niveau du détroit. Pertinente en fait en termes d'échelle. L'Égypte dépend principalement de ces aspects-là, énergétiquement, mais elle a d'autres avantages. Et alors, elle a des avantages qui sont sa taille déjà. Euh, c'est un peu l'avantage du Maroc relativement à la Tunisie, mais sauf que là, on est beaucoup plus grosse. On parle de 100 millions d'industries militaires plus larges, plus diversifiées. Donc déjà, en tant que tel, ça, c'est toujours des budgets de dépenses étatiques, donc on peut agir dessus beaucoup plus. Et donc ça permet d'absorber une partie du choc. Et en fait, ce que ça fait, c'est que de dépendance au Détroit, bah, ce que ça fait, c'est surtout l'opérateur de friction. Ça devient difficile de prévoir le budget pour les compagnies. Ça devient une question d'acquisitionnel et d'incertitude, plus clairement. Parce qu'il y a certaines industries qui arriveront à des moments où d'autres n'arriveront pas. Donc, ils n'ont pas mis autant tous leurs œufs dans le même panier, ils ont plus de paniers différents. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a un deuxième qui est géopolitique. Il y a le canal de Suez. Il y a le fait que l'Égypte peut faire mal. Et ça, je pense que c'est ce qui a émergé de l'analyse sur l'Égypte, c'est que l'Égypte n'est pas juste un acteur quelconque dans ce modèle avec des opérateurs et des chemins. L'Égypte en soi-même a une masse critique qui lui permet d'impacter en fait les opportunités des autres. Donc elle peut dire à ses alliés, dès qu'il y a un peu de pétrole qui sort, quelle que soit la zone, hein, elle peut aller voir des alliés européens quand il y a un peu de réserve à lâcher, l'allié américain, en disant, bah écoutez, si vous êtes plus de notre côté, peut-être qu'on aidera un peu moins Israël, peut-être qu'on va mettre plus de contraintes sur Rafah, etc. et autres. Et donc ça permet à l'Égypte de jouer plusieurs cartes différentes. Et donc ce qui émerge, c'est que tous les acteurs ne sont pas égaux et qu'il y a certains qui ont cette masse systémique qui leur permet de tirer leur épingle du jeu. Et ça, c'est pas un aspect économique, ça en fait. Ça, c'est un aspect géopolitique qui se voit à travers les opérateurs. Donc ça leur permet d'avoir un meilleur accès, une meilleure élasticité, pas forcément de gérer la friction. Ça, on l'avait vu à travers plus la diffusion du risque, et ben, ça permet de gérer les choses différemment et d'avoir un plus grand champ de manœuvre que le Maroc ou la Tunisie.
Et donc, quand on continue dans cette voie-là, on a vu ceux qui structurellement sont mis dans des positions plus difficiles par la crise. Euh, 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 Ce qu'on voit assez clairement, c'est que la Tunisie est vraiment en difficulté. Elle peut encore tirer son épingle. Malgré tout, ça dépend un peu de la crise. On a déjà vu d'ailleurs qu'ils viennent de recevoir récemment, je pense, il y a quelques jours, hein, un prêt du FMI, encore une ligne de prêt, ce qui est quand même compliqué parce que le Maroc, on a beaucoup. Ah, voilà, des alliés, il y a un peu plus de masse, donc ça permet d'avoir des alliés géopolitiques plus importants, donc ça permet quand même de jouer là-dessus. Et pour l'Égypte, c'est quasiment ce qu'on pourrait dire too big to fail, quasiment. Mais ça, c'est simplificateur, c'est-à-dire que l'Égypte a réellement des cartes en jeu. C'est pas juste que les gens sont épuisés et peuvent pas se permettre que ça échoue. C'est que l'Égypte peut faire mal. Mais c'est structurellement des gens qui n'ont pas quelque chose à gagner de la crise actuelle, privilégiée par la crise actuelle. Je vais Ceux qui sont, en fait, c'est des pays qui structurellement devraient l'être pas mal, qui sont le Soudan et surtout la Libye, mais qui ont un gros problème de fragmentation interne. Euh, et la fragmentation interne, vous vous rappelez, je vous parlais un petit peu de la ligne entre le point A et le point B pour le baril, mais on peut refaire ça à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire qu'en Libye, le baril, il doit arriver du sud, de Misrata, si je ne me trompe pas, jusqu'au nord à Tripoli pour prendre ce côté-là, mais bien sûr, il y a le côté occidental, le côté oriental. Et bon, ça, c'est des pipelines en interne. Mais si en interne, il n'y a personne avec qui signer des contrats, qu'il y a deux autorités différentes, qu'ensuite, même quand on a signé, on n'est pas sûr parce que le garde-côte, il correspond à une autre milice, mais qu'en fait, en réalité, c'est quand même plus complexe parce que même le pipeline, il a peut-être été un peu cassé ce jour-là, même si on peut jouer là-dessus. Bon, ben, il y a une fragmentation interne. C'est de la distance en interne, en fait. Cette distance-là, bah, elle fait que la Libye n'arrive pas à tirer l'air. Je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire le délai. Ceci dit, ça pose exactement les mêmes problèmes, mais pour autre chose. C'est-à-dire que la Libye a, la Libye a des dotations immédiates. C'est le prix du pétrole qui augmente et c'est les gens qui sont à la recherche du pétrole. Vaste exploration, exportation de pétrole ou de gaz, même s'il y a de la production qui pourrait être très intéressante et qui a un potentiel. Mais le potentiel n'est déjà pas pris en. N'est déjà pas. Même l'or, qui est une valeur agricole, à un moment où il y a moins de fertilisants et tout, bah, on fait face aux mêmes défis et donc le Soudan n'arrive pas à tirer profit, ni des pipelines qui viennent du Soudan et qui traversent son territoire et qui lui donneraient des droits de redevance, ni des autres ressources qu'elle a elle-même sur son territoire. Donc ça permet après la masse critique de voir un autre qui est le plus privilégié, qui est l'Algérie. Moi, ça me fait sourire doucement parce que one two triste, comme on dit en Algérie pour le pays. Mais en toute franchise, c'est juste un détachement analytique. Euh, Parce que encore une fois, je vais arriver, l'opportunité ne certifie en rien la garantie de transformer son tir. Donc c'est juste ici de décrire une situation de champ de manœuvre et de champ des options qui sont disponibles selon ce modèle pour les différents pays d'Afrique du Nord. En Algérie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un très gros avantage qui a longtemps été en fait un désavantage de l'économie algérienne. L'économie algérienne est peu intégrée comparée à toutes ces économies-là. Je ne parle pas de celles qui sont en conflit, mais qui à certains temps étaient plus intégrées. L'économie soudanaise, pendant un certain temps, était mieux intégrée que l'économie algérienne. L'économie algérienne n'a ni accès au financement qui permettrait un peu de gérer les questions budgétaires ou autres, ni aux financements internationaux. Alors, est-ce que c'est parce que l'Algérie gère mal la question? Est-ce que c'est parce qu'elle surestime ou qu'elle a raison ou qu'elle n'a pas sous-estimé comme d'autres la question de la souveraineté? Peu importe, elle est peu intégrée. Cette faiblesse d'intégration, bah, ça lui permet d'éviter tous les défauts qui peuvent venir de dangers ou de risques
qui peuvent se poser sur la volatilité, par exemple, des prix du pétrole ou autre. Bon, ça se pose un peu, mais moyennement, en fait. Parce que comme c'est le seul point évident qui a existé, l'Algérie a mis en place un fonds de régulation des recettes du pétrole dans les années 2000, justement pour éviter de retomber dans ce piège-là. Elle peut encore y retomber, parce que ça dépend de la gestion. Régulièrement, on a des articles qui disent « Ah, ça y est, le fonds de recettes est à sec ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Le fonds de recettes, selon la Banque centrale, et les dernières données, est encore dans la cinquantaine de millions, si je ne me trompe pas. Maintenant, il faut voir les dernières données. C'est un peu comme les réserves du Maroc. 2 milliards, hein. 2 En milliards, fait, pas des de millions. choses sont communiquées régulièrement et ouvertement en temps de crise. Très sec. Donc, ce qu'on retrouve un petit peu dans l'économie algérienne, c'est, voilà, c'était le principal risque. Elle a cette distance structurelle qui d'habitude est un problème, mais qui là lui sert d'avantage. Elle n'est pas du tout impactée par les autres mécanismes de propagation. Et en fait, elle est avantagée par la crise. Parce que, en réalité, mettons de côté la question du prix du pétrole, ce que je vous disais au début, la volatilité du prix du pétrole, ça peut aider comme ça peut faire mal. C'est pas ce qui est le plus urgent dans la question actuelle. La question, c'est la stabilité des approvisionnements en énergie pour les économies principales européennes et d'Amérique du Nord. Et de ce point de vue-là, ben, l'Algérie a un marché évident en Europe du Nord, elle a des pipelines, elle ne dépend pas, puisqu'elle a cette distance structurelle, du tout pour ses routes d'importation par une quelconque partie au conflit, que ce soit l'Iran ou les États-Unis. Bon, donc, résultat des courses, l'Algérie est très bien placée pour être une gagnante. Dans un précédent travail qui là était plus centré pour l'Algérie, j'avais dit que ça pouvait être transformé en stratégie proactive, c'est-à-dire saisir ça, mettre en place des industries. Le couloir à faible latence dont je parlais pour les métaux, il pourrait tout à fait être en partie, puisque l'Algérie n'a pas la même taille que le Moyen-Orient, loin de là, mais certaines industries pourraient être délocalisées en Algérie pour le marché européen. Euh, pour la logistique, pareil. D'ailleurs, il y a beaucoup de chemins de fer qui sont en train d'être construits, d'agrandissement des ports pour aider à ça. Certaines diversifications économiques, on le voit d'ailleurs avec l'investissement dans les phosphates et autres. Cette posture-là, je l'avais décrit comme la sahélocratie. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui vient de l'arabe, rivage. Donc, ça permet à la côte du désert, le Sahara, et puis la côte méditerranéenne, et puis aussi au Moyen-Orient et à l'Atlantique, de se rencontrer. Donc, l'Algérie est aussi un carrefour, et elle peut construire ce carrefour-là et tirer profit des différentes ressources que ce carrefour permet d'unir. Mais ça, c'est pas fait. C'est pour ça que je l'explique concrètement. Le modèle permet d'aboutir à une conclusion, oui. Certains pays doivent apprendre à gérer ces difficultés. D'autres sont face, en fait, en réalité, à des opportunités aussi malheureux que ça puisse être, parce qu'on se rend bien compte que pendant une guerre, il y a des gens qui décèdent. Mais ça correspond à une réalité. Dur Alex, aide Lex, comme disaient les Romains. Euh, et donc, voilà. Mais rien n'indique que l'Algérie va suivre cette voie-là ou que même cette voie-là sera suffisante parce qu'il faut rassurer les gens sur le droit des contrats, sur l'environnement des affaires, donc sur l'état de droit, parce qu'un investisseur, il a besoin de ça. Donc, il y a quand même des questions qui se posent au pays pour que ça puisse être transformé. Voilà en quelques mots l'impact sur les pays d'Afrique du Nord. J'aimerais terminer sur une seule idée qui est ces opérateurs, en fait, j'ai décrit à la base ce qui se passait en Afrique du Nord et c'était vraiment l'objectif. Je suis un passionné de la région, je suis un passionné d'économie, je suis un passionné de géopolitique, donc moi ça correspondait aux choses que je fais. Mais en réalité, très vite, en discutant avec d'autres personnes dans la recherche, il semble qu'ils peuvent s'appuyer question d'accès, de friction et d'élasticité. Donc, on va les retrouver peut-être avec Bab el-Mandeb, mais on les a retrouvés pendant la crise de 2008, ou bien pendant le Covid, qui a accès aux hôpitaux, qui a accès aux masques, combien ça coûte d'avoir une place, etc., etc., ou les primes d'assurance de santé, mais aussi peut-être dans d'autres domaines plus élargis, avec aussi les possibilités de formalisation mathématique, mais ça peut se travailler avec quelques économistes. D'ailleurs, on a un petit peu commencé là-dessus.
Donc voilà un peu en quelques mots tout ça. Maintenant, je pense il serait temps d'ouvrir ça aux questions pour qu'il y ait une conversation, ce serait quand même plus agréable. Donc, si vous avez des questions, je ne vais pas vous faire l'affront de poser moi le premier la question, au contraire. Donc, faites juste un raise hand et vous pourrez poser vos questions un par un. Merci. Bon. Je les prends directement, n'est-ce pas? Donc peut-être que, il me semble que la première, c'était iPhone Mail. Je suis désolé pour le nom. Ouais. Donc je vous en prie. Bonsoir, merci pour l'information. J'avais une question quand tu nous parlais justement de l'économie qui est faiblement intégrée et qui nous a permis justement de faire qui nous permet en général d'être dans une situation confortable lors de crises régionales et mondiales. Est-ce que vous présentez comme un avantage ou plutôt une arme à double tranchant? J'ai pas entendu juste la dernière phrase où il y avait la question. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je pense quoi, Oui, pardon? Est-ce que je... est-ce que c'est présenté comme un avantage ou comme une arme à double tranchant? La crise, ce qui se passe à Hormuz, alors je, je, je vous entends pas ou des désavantages pour la région. Ça dépend. Est-ce qu'on parle du court terme ou du long terme? Au court terme, c'est assez facile de voir qu'il n'y a pas beaucoup de voyants verts. C'est-à-dire que si la crise ne se règle pas bientôt, il y a quelques mécanismes. C'est toujours difficile de prédire le futur parce que ça va dépendre un peu des intérêts stratégiques de chacun des pays mondiaux. Il faut comprendre, la Chine avait, je crois, 1000 milliards de barils de pétrole en réserve. Enfin, un chiffre impossible. 1000 millions de barils, donc 1 milliard, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, peu importe. C'était un chiffre, oui, oui, 1 milliard de barils de pétrole. Oui, oui. C'est difficile à croire, mais il me semble que c'est bien ça. C'est un chiffre ridicule. La consommation mondiale, c'est 87 millions, 90 millions par jour. Donc, ils avaient de quoi couvrir la leur, beaucoup. Donc, ils ont arrêté d'acheter, hein, même quand les prix étaient très bas. Donc, ils préféraient dépenser des barils qu'ils avaient achetés à 50 dollars au lieu d'en acheter un 60, 70. Après, il y a des enjeux géopolitiques et sécuritaires. Qu'est-ce qu'ils pensent de la région Moyen-Orient? Quels sont leurs intérêts là-bas? Aucune idée. Ça, c'est du secret défense. Mais bon, on peut avoir quelques idées qu'ils essaient de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, ils ont besoin du marché américain et de l'autre, ils ont besoin du contrôle de la région. Ils aspirent à une hégémonie, au moins sur leur précaré, quoi. Et ils ont quasiment une frontière. Ils sont beaucoup plus proches de l'Iran que les États-Unis. Ça, il y a pas à en douter. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au court terme, une fois que le ressort n'aura plus comment rester comprimé, il va exploser et ça va faire très mal à l'économie mondiale. C'est très difficile de savoir. Est-ce que ça sera une petite crise? Est-ce que ça sera une dépression? Est-ce que ça sera la fin de certains pays? L'Autriche-Hongrie, c'est un vrai pays qui existait, hein. Et puis un jour, il n'y a plus eu l'Autriche-Hongrie. Donc, les pays meurent et quand ils meurent, c'est lentement, puis un jour, c'est d'un coup. Donc, fort heureusement. Mais bon, ça peut accélérer le morcellement, par exemple, de la Libye ou du Soudan, parce qu'il y a des effets secondaires, hein, au Soudan. Ça peut impacter les livraisons d'armes, puisqu'elles viennent des Émirats arabes unis aux forces rapides. Tout ça pour dire, le court terme, c'est pas le pétrole plus élevé, mais au court terme, si leurs clients sont en crise, ils seront en crise. Donc, ça ne changera rien. Par contre, au moyen terme et au long terme, ça dépend de comment la crise se résout. Ça peut réouvrir des champs de manœuvre. Par exemple, pour la Tunisie, où j'ai été assez pessimiste, en réalité, s'il y a un nouveau réalignement géopolitique mondial et que c'est plutôt des pays qui sont alliés de la Tunisie à l'heure actuelle qui sont des gagnants de ce réalignement, bon, c'est tout bénef, hein, pour la Tunisie.
Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile de prédire le futur. Ce que je dirais, c'est que en réalité, il faut le voir pour un pays en particulier où il peut y avoir des opportunités. Peut-être pour l'Égypte, il y a moyen de jouer un peu des choses. Mais que la question, c'est comment tirer son épingle du jeu à différentes échelles, voilà, de temps. J'espère que ça vous répond. Euh, on peut aussi peut-être Donc, passer à la question de Google Pixel 9a. oui. Oui, pardon. Ah, court terme, on parle de combien de temps? Des mois, 1 ou 2 années? Voilà la question difficile. Au meilleur des cas, si on est très optimiste, les réserves actuelles et tout, si la crise perdure, euh, euh, dans le scénario le plus négatif, disons que déjà dans 2 semaines, mais à chaque fois, ça fait depuis le début du conflit que les gens disent dans 2 semaines, ça va exploser. Mais enfin, disons que dans 2 semaines, on risque d'atteindre aux États-Unis des réserves qui sont les réserves opérationnelles, planes et autres, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, il y en a besoin pour l'armée, parce que s'il y a une guerre, il faut quand même qu'il reste un peu de pétrole dans les réserves. Donc, bon, certains disent 2 semaines, certaines disent la rentrée de septembre. Ça, c'est les plus pessimistes. Les plus optimistes disent qu'il y a moyen de faire un peu traîner ça, parce que, comme je vous disais, la Chine est encore au moins assise, on ne sait pas trop, ils ne communiquent pas trop là-dessus, mais sur plusieurs centaines de millions de barils de pétrole. En fonction de leur stratégie à eux, ben, peut-être la fin de l'année pour certains, et donc ça ferait vraiment très mal en 2027. Bon, ok. Mais en tout cas, combien de temps la crise durerait? Je pense que là, ça serait structurel et qu'on en parlerait au moins 1 an, 2 ans. Donc, en fait, ce que vous avez dit, ça correspond réellement aux temporalités. C'est pour ça que je pense que c'est votre intuition est correcte. On va parler d'abord dans un premier temps de mois et puis après, une vraie crise sérieuse, on en parlera au moins pendant 1 an ou 2 ans. Ça, c'est le minimum. Mais je pense qu'il y a un risque que ça devienne un vrai changement de paradigme où il y a eu un avant et un après. Et dans 30 ans, on en reparlera encore comme une crise assez sérieuse. Voilà. Donc, Google Pixel 9 est invité. Oui, Ok. bonjour. En fait, vous avez répondu à la question que je comptais poser en répondant à la première question, à la toute première. J'avais une question sur le rôle de la Chine et comment le fait qu'ils aient arrêté d'acheter, ou ils ont baissé la demande, comment ça a empêché le prix du baril de pétrole d'exploser encore plus. Mais c'est bon, vous avez déjà répondu. Merci. Ouais, on peut creuser d'ailleurs, c'est pas inintéressant, juste pour vous donner quelques éléments en plus. Oui, donc ce point-là spécifiquement, on en a parlé. Ce qui est intéressant sur la position chinoise, c'est qu'elle est très difficile à lire. J'aime pas trop cette idée que les Chinois sont opaques par définition. Non, non, ils sont pas plus opaques que la position américaine, qui est difficile à lire. On nous parle de bombes nucléaires. Donc c'est pas, c'est bien évidemment c'est toujours un jeu de poker entre les États. Mais sur la position chinoise, c'est difficile à lire parce que s'ils sont pris en étau, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le marché américain dont ils ont besoin pour maintenir leur croissance, qui est quand même poussive, difficile à maintenir à ce niveau-là. Ils ont réussi tellement de choses assez impressionnantes du point de vue d'une croissance forte qu'aujourd'hui, il y a un pacte social qui leur requiert de continuer à pousser la machine à cette vitesse. Or, la machine, elle ne peut pas forcément aller à cette vitesse-là. Donc, ils sont pris en étau de ce point de vue-là, entre ça et le fait que, enfin, si les États-Unis faisaient faillite immédiatement sans que la Chine ne perde son marché, bah, le candidat le plus probable international serait la Chine. Donc, c'est un choix assez difficile. Et je pense qu'on voit qu'ils essayent de. Et puis, même pour l'Iran, je vous disais, c'est pas un avantage que l'économie mondiale fasse faillite immédiatement, quoi. Parce que si l'économie mondiale fait faillite, la Chine aussi, donc l'Iran aussi, enfin, à un moment, tout le monde meurt de faim, hein. Donc, euh, donc voilà. Et juste à dire, les Chinois sont complètement conscients de ces questions des taux. Alors, pas des opérateurs nécessairement, ils ont leur propre langage là-dessus,
Mais sur les goulots d'étranglement, eux, ils appellent ça le collier de perles, si je ne me trompe pas, parce que dans leur métaphore, ça permet de tirer et Ils appelaient d'asphyxier. ça un collier Et donc, de perles il y a quelques années. C'est ils plus le avaient cas aujourd'hui. notamment Mélaka en tête, mais ils investissent dans notre région énormément sur tout ce qui est couloir, continuité, accessibilité. Ah, je crois qu'il y a une, Oui, on vous a perdu un petit peu une maintenant. autre question, je vous en prie, monsieur Google Pixel. Enfin, Ouais. peut-être Et comme c'est que une sorte de pseudo-guerre c'est pseudo-guerre juste de proximité commerciale entre les un États-Unis logo. et la Chine dans ce contexte, à votre avis, les Américains, ils voient où le bout du tunnel? Certes, ils ont des intérêts au Moyen-Orient, mais ils savent qu'ils font mal à la Chine en continuant cette guerre. Bien sûr, ils se font mal aussi, Allô? mais Ah, c'est peut-être. vous m'entendez pas? D'accord. Vous m'entendez pas Voilà, je ou suis de retour, pardon. vous m'avez perdu à quel moment? Essayez d'ouvrir la caméra, Juste à la Idriss. fin, vous avez dit les Américains, il y a un petit souci. Voilà, elle fonctionne. J'attendais juste ça. Non, quand vous parliez des Américains à la toute fin, vous avez dit, alors c'est un pseudo-conflit de commercial, et après, vous avez dit les Américains. Oui, les Américains, ils savent qu'en continuant cette guerre, ils font mal aux Chinois. Ils savent qu'ils se font mal aussi en continuant cette guerre. Ils voient où, à votre avis, ils voient où le bout du tunnel? C'est, comment dire, jusqu'à quel point ils peuvent aller sans se ruiner complètement, à votre avis? Pour mes yeux. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué, ça va dépendre de la position des Iraniens. Euh, euh, est-ce qu'ils voudront leur offrir une ou est-ce qu'ils seront en fait, une guerre, on sait quand on la commence et on ne sait pas quand on la termine. Et je pense que les États-Unis ont oublié ce principe-là et euh, euh, sont convaincus que euh, euh, ils ont une telle puissance de bombardement que ça fonctionne, ça finit toujours par gagner. En regardant mon pays, l'histoire algérienne a démontré que ce n'était pas forcément le cas non plus. Le cas, la guerre des boxeurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce type de conflit. Qui finissent par jeter l'éponge. Je pense que les Iraniens voudront offrir une porte de sortie honorable aux États-Unis qui permettrait d'arriver à un compromis. Maintenant, pour peu que ça ne soit pas le cas, les États-Unis à ce moment-là, une fois que je pense que c'est quand un peuple décide de se saisir de son avenir, rien ne peut l'arrêter. Donc là, c'est exactement cette situation-là. Dès le moment où il y a la détermination, c'est un facteur qu'on juge dans les guerres. C'est juste qu'il est très difficile à mesurer. Dès le moment qu'il y a de la détermination, c'est
celui qui a le plus. Et à partir de ce moment-là, il coûte des millions de dollars contre la façon dont on prend le bout. L'Iran a décidé de tirer ça pleinement à son avantage. Je ne vois pas vraiment comment les Américains peuvent s'en sortir s'ils ne maîtrisent pas la porte de sortie. Or, il semblerait qu'ils ne la maîtrisent pas. Et en même temps, est-ce qu'ils peuvent sortir? Parce qu'ils pourraient dire à l'Iran, concède tout, faites ce que vous voulez, le détroit vous appartient. Mais non, c'est au niveau du détroit, qui est le goulot d'étranglement le plus stratégique de la planète. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire une concession pareille. Voilà. J'ai peut-être une question pour toi, Idriss. Pour les pays comme, qui s'en sortent un peu mieux, comme l'Algérie, vous l'avez dit, ou l'Égypte, quel serait, si ces pays-là devaient tout miser sur quelque chose pour transformer et enraciner le changement dans le pays, ce serait sur quoi? Dans le cas, par exemple, de l'Algérie, ce serait l'industrie, mais quelle industrie? Oui. Alors, on va essayer de prendre tous les pays un par un, ça. Mais c'est assez simple et c'est pour ça que ça va pas se régler, ça va pas se régler facilement. Pour la Libye et le Soudan, c'est une opportunité de faire une meilleure intégration parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le gâteau, pardon, devient plus gros. Donc, l'économie devient plus grosse, il y a plus d'opportunités. Ça permet d'intéresser les différentes parties à trouver un accord général. Ouais, c'est intéressé par la part qui est devant lui. Et donc ça devient très difficile de comment on continue à penser de façon globale, de façon unitaire. Donnez-moi un instant, tu me donnes juste un instant, je vais voir la caméra, parce que j'essaie de voir ce qui se passe. Voilà. Non, je pense Est-ce que... que sans caméra, c'est mieux, hein. Il me semble D'accord, qu'on entend mieux sans caméra. d'accord, tant mieux, tant mieux. Donc oui, donc pour ces deux pays-là, c'est compliqué, quoi. C'est pas aisé parce qu'en fait, ils vont retomber dans les problèmes dans lesquels ils sont et ça risque de s'empirer parce que justement, il y a plus d'argent. Donc les milices euh, euh, peuvent s'enrichir et notamment en Libye. Et donc, puis il y aura plus de gâteaux. Donc c'est quand même compliqué. Euh, D'un point de vue soudanais, ça va créer surtout de la volatilité dans le conflit parce que ça va perturber les, les, un coup ça passe, un coup ça passe pas. C'est l'opérateur d'accès. Un coup il y a des armes qui viennent des Émirats, un coup il n'y en a pas. Bon, ben, ça crée de la volatilité dans un conflit qui était déjà, à part essayer de faire ce qu'ils font déjà, ce qui est s'approcher d'acteurs régionaux qui pourraient aider, mais en fait, euh, l'histoire est injuste. L'expérimentaire, il est terminé. Probablement être manqué pour ces deux pays-là. Maintenant, marge de manœuvre, malgré le fait qu'elle soit structurellement pas gagnante, euh, elle peut montrer ses muscles. C'est-à-dire que au moment où elle devrait montrer, ah ouais, vous êtes prêt à perdre vous aussi. Ce que reçoivent l'Égypte ou la Turquie, c'est pour ça, de conflits militaires avec elle, ça permet de faire le sale travail. L'Égypte pourrait dire, ah bon, vous nous bloquez le pétrole. Mais pas pour tout le monde. Il y a juste, on risque toujours une guerre quand on fait ça. Mais un petit peu en sous-main avec les outils, leur faire du chantage
Et puis tout d'un coup, leur dire, ah, la prime de risque a augmenté pour vous. Bon, on peut vous aider parce que nous, on s'entend bien avec les outils, on pourra les contacter, etc., etc. Et là, tout d'un coup, ça change beaucoup la donne. Et en effet, ça pourrait permettre de larges investissements et d'inverser la dépendance. Le problème pour l'Égypte, très sincèrement, c'est que taper du poing sur la table et faire sentir son poids, je pense que c'est tout à fait une option. Par contre, inverser la dépendance, ça me semble très difficile euh, du fait que les autres avaient. Il y a ce qu'on appelle en économie l'hystérèse, c'est-à-dire une dépendance au choix passé. Elle ne reviendra jamais à son équilibre. Où d'autres pays ont pu. Ça va être difficile de les en sortir parce que qui engage un certain nombre de choses, une des comment ça s'appelle, de l'aide venue des États-Unis qui est maintenant devenue structurelle au budget égyptien. Donc, encore une fois, une dépendance trop forte par rapport aux États-Unis. Par rapport aux pays du Golfe, il y a déjà des ventes qui ont été faites par rapport aux investissements qui ont été faits. Donc, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut essayer d'apprendre de ces erreurs-là et de se rendre compte que l'Égypte pèse beaucoup plus que ce à quoi elle s'était réduite ces dernières années et qu'en réalité, elle peut jouer de tout son poids dans cette crise. Maintenant, pour l'Algérie, quelles industries? Je pense que c'est la question la plus pertinente. Comment faire? D'accord, on peut faire exploser toute l'économie. Concrètement, ça correspond. Il faut réinvestir dans l'infrastructure énergétique, pas juste les années. Là, maintenant, je pense qu'il faut en compte. Il y a plein de types qui posent vraiment des problèmes en termes de négociation. Ceux qui l'ont tendance à mettre Méditerranée, qui est utilisé par plein de pays méditerranéens. Puis, il y aurait moyen. C'est pas une large pétrole par-ci par-là. L'Algérie pourrait tout à fait le faire aux sources estimées. Il y a d'ailleurs des progrès sur cette question-là, mais on peut en sortir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'accords qui ont été notamment, qui étaient déjà en jachère, mais qui probablement ont été accélérés par la crise actuelle dans des technologies plus intéressantes, qui sont les panneaux solaires, l'hydrogène, le renouvelable, tout ce qui est vent, peut-être même le géothermique, qui est un très beau potentiel en géothermie. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites dans le câble sous la mer, qui vont directement en Italie, encore une fois. Au-delà des énergies, c'est les métaux et les fertilisants. Donc là, on le voit avec les phosphates et on le voit avec la mine de gaz du Villette, mais il y a aussi Tala Misour qui est une production de zinc dans le nord du pays. On le voit aussi, il y a aussi beaucoup qui sont sous. Ça pourrait tout à fait être mis en avant, parce que pour l'instant, même problème, c'est raffiné en énormément. Donc, métaux, l'industrie des métaux. Une autre industrie qui serait liée à ça, c'est tout ce qui est logistique. Là, à l'heure actuelle, je trouve la position algérienne complexe parce que d'un côté, il y a un investissement dans tout ce qui est port et tout ce qui est en interne est maîtrisé, mais il n'y a pas vraiment d'ambition et d'appétit à l'international. Euh, 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 Dubai Port n'était pas une compagnie vraiment très pertinente dans le secteur dans les années 80 dans les ports. Donc,
l'accès au marché ou l'accès à l'international sur d'autres ressources, hein, d'autres ressources. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est, mais dans la pharma, l'Algérie a beaucoup du besoin et c'est surtout de la pétrochimie. Donc ça pourrait être creusé beaucoup plus. Euh, Sinon, quels autres c'est les principaux secteurs. Après, il y a des secteurs qui pourraient en bénéficier justement parce que le rapport de force changerait. Mais bon, c'est pas ça nécessiterait. Voilà. En tout cas, je Je pense qu'on t'en va prie, je pouvoir sais pas si tu me conclure. parles. Allô, allô? D'abord, j'aimerais m'excuser pour les aléas du direct et les problèmes de connexion qu'on connaît Et malheureusement dans notre malheureusement. région. Donc, voilà qui conclut ce premier épisode de l'autre rive. Merci à Idriss Haj Nasser pour ce pertinent et précieux éclairage. Merci à vous d'avoir été patient, présent pour vos questions. Il va y avoir d'autres épisodes qui vont suivre de ce webinaire. Restez connectés à la page de la Fondation Rosa Luxembourg ou continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. On parlera de géopolitique, parlera de sport, de cuisine, de pas mal de choses qui sont pertinentes pour cette rive de la Méditerranée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.